Le Real Madrid vient de vivre quelque chose que ce club supporte très mal. 2 saisons sans remporter le moindre trophée. Et pourtant, regardez simplement les joueurs présents dans cet effectif. Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Alexander-Arnold, Huysen, des stars mondiales. Des joueurs recrutés pour des dizaines de millions d'euros. Et probablement l'un des effectifs les plus impressionnants de la planète. Mais au Real Madrid, avoir les meilleurs joueurs ne suffit pas. Parce que ce club ne juge pas une équipe sur son potentiel. Il la juge sur les trophées. Et après 2 années sans rien gagner, Florentino Pérez a pris une décision que personne n'attendait. 13 ans après son départ, José Mourinho est de retour au Real Madrid. Et ce qui est intéressant, c'est que Mourinho n'est pas revenu seul. Il est revenu avec son propre staff, une nouvelle autorité, une nouvelle méthode de travail et surtout un mercato construit presque entièrement autour de ses demandes. Cucurella, Konaté, Dumfries, Bernardo Silva et probablement encore d'autres investissements avant la fermeture du marché. Alors forcément, on pourrait penser que le Real a simplement paniqué, rappelé une ancienne gloire et sorti le chéquier pour essayer d'oublier 2 saisons catastrophiques. Mais en réalité, le plan est beaucoup plus profond que ça, parce qu'en observant le Real Madrid de 2026, Florentino Pérez a probablement reconnu le même problème que celui qu'il avait déjà rencontré en 2010. À cette époque, Madrid possédait des stars. À cette époque aussi, le club dépensait énormément. Mais à cette époque, les meilleurs joueurs ne formaient pas la meilleure équipe. Alors Florentino avait choisi Mourinho pour remettre de l'ordre. 16 ans plus tard, il rappelle le même homme pour résoudre presque le même problème. Voici Youssef, Top Foot, et aujourd'hui, on va essayer de comprendre le véritable plan du Real Madrid pour reconquérir l'Europe. Juste avant les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. Un petit like, commentaire et partage, ça nous aide aussi beaucoup. En tout cas, merci pour la force. C'est parti. Pour comprendre pourquoi le Real Madrid a décidé de changer presque tout pendant l'été 2026, il faut d'abord comprendre l'ampleur du problème qu'il essaye de résoudre. Parce que sur le papier, ce club n'aurait jamais dû traverser 2 saisons sans trophée. Lorsque Kylian Mbappé arrive à Madrid en 2024, le Real vient de remporter la Liga et la Ligue des Champions. Vinicius vient de réaliser une saison exceptionnelle. Bellingham s'est imposé dès sa première année. Rodrigo est encore là, Valverde, Tchouaméni et Camavinga représentent l'avenir du milieu. Courtois, Rudiger, Militao et Carvajal apportent de l'expérience. Et avec l'arrivée du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, beaucoup imaginent une équipe qui va dominer l'Europe pendant plusieurs années. Parce que si le Real était déjà champion d'Europe sans Mbappé, que pouvait-il se passer en ajoutant Kylian Mbappé? La réponse semble évidente. Madrid allait devenir encore plus fort. Mais le football ne fonctionne pas comme une addition, parce que l'arrivée d'un joueur aussi important modifie tout. Les zones occupées, la responsabilité offensive, le pressing, la hiérarchie du vestiaire et même la manière dont les joueurs se perçoivent dans le projet. Mbappé aime partir de la gauche avant d'attaquer l'axe. Vinicius aime partir de la gauche avant d'attaquer l'axe aussi. Bellingham aime lui aussi se projeter dans le demi-espace gauche. Et très vite, Madrid se retrouve avec plusieurs de ses meilleurs joueurs attirés par la même partie du terrain. L'équipe possède énormément de talent, mais ce talent commence parfois à se gêner lui-même. Et le départ de Toni Kroos ne fait qu'aggraver le problème, parce que Kroos n'était pas seulement un excellent passeur, c'était le joueur qui décidait du rythme, celui qui savait quand accélérer, quand calmer. Le Real a donc conservé des milieux extrêmement puissants. Valverde peut courir partout, Camavinga peut éliminer la pression, Tchouaméni peut gagner des duels, Bellingham peut attaquer la surface, mais aucun ne remplaçait réellement la fonction de Kroos. Et c'est là que tout le projet commence à se déséquilibrer. Et lorsqu'une équipe change constamment ses défenseurs, son milieu et la position de ses attaquants, elle perd progressivement ses automatismes. Le problème n'est donc pas que Madrid manque de qualité. Le problème, c'est que cette qualité n'est plus organisée. Même Arbeloa, leur entraîneur du Real, finira par reconnaître publiquement que la différence de talent avec certains adversaires n'existait plus que sur le papier. Et cette phrase résume presque toute la crise. Sur le papier, le Real Madrid était supérieur. Sur le terrain, c'était autre chose. Dans beaucoup de clubs, terminer régulièrement parmi les meilleures équipes d'Europe peut être considéré comme une réussite. Au Real Madrid, c'est différent. Gagner est normal. Et ne pas gagner devient immédiatement un problème. Après 2 saisons sans trophée, plusieurs entraîneurs ont été remplacés. Et lorsque les résultats se dégradent au Real Madrid, tout devient plus lourd. Chaque mauvaise performance entraîne une polémique. Chaque remplacement devient un débat. Chaque absence au pressing est analysée. Chaque relation entre 2 joueurs est observée comme si elle pouvait faire exploser le vestiaire. Puis arrive même une altercation entre Tchouaméni et Valverde. Un épisode qui devient le symbole d'un groupe dont les frustrations commencent à sortir du terrain. Et c'est à ce moment-là que Florentino Pérez comprend probablement que le problème ne peut plus être réglé par un simple ajustement. Changer un latéral ne suffit pas. Recruter un défenseur ne suffit pas. Modifier le système ne suffit pas non plus. Parce que lorsque les mêmes problèmes survivent à plusieurs entraîneurs, c'est que la crise dépasse l'entraîneur. Elle concerne toute la structure sportive. Florentino Pérez ne cherchait donc pas seulement un entraîneur avec de bonnes idées. Il cherchait un homme suffisamment puissant pour remettre l'institution au-dessus des individualités. Et lorsqu'il s'est posé cette question, un nom est revenu. José Mourinho. Le retour de Mourinho peut sembler une décision nostalgique, mais Florentino Pérez n'a jamais fonctionné uniquement avec la nostalgie. Mourinho reçoit un contrat de 3 saisons,
jusqu'en juin 2029. Et ce n'est pas un intérimaire, ce n'est pas un entraîneur choisi pour calmer une crise pendant 6 mois. C'est un projet qui doit reconstruire Madrid sur plusieurs années. Et surtout, Mourinho ne revient pas dans le même rôle qu'un entraîneur ordinaire. Le mercato porte déjà son empreinte. Son staff est installé, ses demandes ont été écoutées. Le club accepte de recruter des joueurs plus expérimentés, plus physiques et parfois moins proches de la politique récente qui consistait surtout à acheter de très jeunes talents avant leur explosion. Parce que Florentino a compris qu'il ne fallait pas seulement préparer le Real de 2030, il fallait aussi sauver celui de 2026. Pour comprendre pourquoi Florentino pense que Mourinho peut résoudre cette crise, il faut revenir 16 ans en arrière. En 2010, la situation du Real Madrid est très différente de celle d'aujourd'hui, mais elle présente également des ressemblances presque troublantes. Madrid possède déjà Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema, Gonzalo Higuaín, Xabi Alonso, Casillas, Sergio Ramos, des joueurs extraordinaires. Mais en Europe, le Real n'est plus le Real. Le club vient de connaître 6 éliminations consécutives en 8e de finale de Ligue des Champions. 6 années sans atteindre l'écart. Pour un club qui se définit par la Coupe d'Europe, c'est immense. Et pendant que Madrid échoue en Europe, le FC Barcelone construit l'une des plus grandes équipes de l'histoire. Pep Guardiola, qui entraîne Lionel Messi, Xavi, Iniesta, le Barça ne gagne pas seulement, il domine. Madrid avait besoin d'une structure, d'une identité, et surtout d'un entraîneur capable d'entrer dans une guerre sportive et psychologique contre la meilleure équipe du monde sans avoir peur. À ce moment-là, Mourinho vient de réaliser l'un des plus grands exploits de sa carrière. Il a remporté le triplé avec l'Inter Milan, championnat, coupe et Ligue des Champions. Et en demi-finale européenne, son Inter a justement éliminé le Barça de Guardiola. C'est exactement ce dont Madrid avait besoin, pas simplement un tacticien, mais un homme capable de modifier ce que le vestiaire croit possible. Dès son retour à Madrid, Mourinho utilise un mot important, une mission. Et ce mot raconte parfaitement la manière dont il veut présenter son deuxième passage. Il ne vient pas simplement entraîner le Real Madrid, il revient préparer quelque chose, remettre le club à sa place, redonner une identité à une équipe devenue trop dépendante de ses individualités. Mais Mourinho sait également qu'il ne peut pas revenir exactement comme en 2010. Il a désormais 63 ans. Son dernier passage dans un club de cette dimension remonte à plusieurs années. Le football a changé, les joueurs aussi. La manière de communiquer avec une génération élevée avec les réseaux sociaux ne peut pas être exactement la même qu'avec Ronaldo, Ramos ou Casillas. Et surtout, Mourinho lui-même a traversé plusieurs expériences difficiles depuis son départ. Chelsea, Manchester United, Tottenham, la Roma, Fenerbahçe et Benfica. Il a encore remporté des trophées, mais il n'est plus l'entraîneur qui arriva en 2010 avec un triplé historique. Il doit lui aussi prouver qu'il appartient encore au sommet, et c'est peut-être pour cette raison qu'il s'entoure différemment. Joao Tralhao devient son adjoint principal, Pedro Machado l'accompagne dans sa préparation, Antonio Diaz prend en charge le travail physique, et Roberto Mereia s'occupe de l'analyse, et Nuno Santos travaille avec les gardiens, et Sami Khedira revient dans un rôle particulier, proche du vestiaire, comme une sorte de lien entre Mourinho, les joueurs et l'identité du club. Le milieu allemand connaît le Real, il connaît Mourinho, il connaît le niveau d'exigence demandé, et sa présence peut permettre d'éviter certains problèmes de communication qui avaient empoisonné la fin du premier passage de Mourinho. Le nouveau staff montre que le plan ne repose pas uniquement sur la personnalité de Mourinho. Le Real veut construire un environnement complet autour de lui. Analyse, préparation physique, gestion humaine, connaissance du club. Et contrairement à la préparation très courte de la saison précédente, Mourinho bénéficie d'environ 40 jours de pré-saison, avec plusieurs rencontres amicales et du temps pour installer ses principes. Avant même de parler du 11, la reconstruction commence dans la manière de travailler. Pendant plusieurs années, le Real Madrid a développé une stratégie extrêmement efficace. Plutôt que d'affronter systématiquement les clubs anglais ou les États sur les transferts des stars déjà établis, Madrid recrutait les futures stars avant qu'elles ne deviennent inaccessibles. Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Hendrik, Arda Güler, Bastantuono, des joueurs très jeunes, capables de progresser au club et de prendre énormément de valeur. Cette politique a permis au Real de construire son avenir sans dépenser 150 millions d'euros à chaque été. Mais elle possède également une limite. Lorsqu'une équipe traverse une crise immédiate, elle ne peut pas attendre 3 ans que chaque joueur atteigne son meilleur niveau. Et c'est exactement ce que Florentino a compris en 2026. Le club ne renonce pas aux jeunes, mais il ajoute désormais des joueurs immédiatement prêts. Cucurella a 28 ans, Dumfries possède une grande expérience européenne, Konaté connaît la Première Ligue et la Ligue des Champions, et Bernardo Silva a tout gagné avec Manchester City. Ce ne sont pas seulement des investissements pour 2030, ce sont des joueurs recrutés pour gagner en 2027. Et c'est une rupture importante, parce que le Real accepte pour l'une des premières fois de recruter des profils qui ne sont pas forcément des superstars marketing. Ils sont recrutés pour corriger des problèmes. Et ça, c'est totalement Mourinho. Lorsqu'on observe la carrière de Mourinho, une logique revient presque toujours. Avant de construire une grande tactique, il veut savoir comment son équipe va défendre. Pas forcément en restant à 10 devant sa surface, mais en contrôlant ce qui se passe lorsque le ballon est perdu. Et c'était l'un des plus grands problèmes du Real Madrid. Lorsque Vinicius, Mbappé, Bellingham et les latéraux montaient, l'équipe pouvait laisser énormément d'espace derrière eux. Si le premier pressing était éliminé, les défenseurs centraux devaient courir vers leur propre but, et les adversaires pouvaient attaquer en transition presque sans opposition. Et Madrid devenait extrêmement vulnérable.
La réponse de Mourinho, recruter une défense. En l'espace de quelques semaines, le Real officialise Marco Kurela, Ibrahima Konaté et Dumfries. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 joueurs possèdent plusieurs points communs. Ils sont agressifs, puissants, capables de courir et expérimentés. Et surtout, ils aiment défendre vers l'avant. Le Real ne cherche donc pas seulement à mieux défendre près de Courtois, il cherche à empêcher l'adversaire de progresser. Après avoir dépensé près de 200 millions d'euros l'été précédent sur Højlund, Carreras, Mastantuono et Trent Alexander-Arnold, Madrid a encore concentré une grande partie de ses ressources sur la défense et l'équilibre. Et ce n'est pas un hasard. Mourinho considère probablement que le Real possédait déjà assez de joueurs capables de marquer. Ce qui lui manquait, c'était la certitude de ne pas se faire détruire à chaque perte de balle. Et parmi toutes les recrues, Bernardo Silva est peut-être la plus importante tactiquement. Et pourtant, c'est celle qui a coûté le moins cher. Le Portugais rejoint officiellement le Real pour 2 saisons, jusqu'en 2028, sans que Madrid ne verse de transfert à City. Pour un joueur de ce niveau, l'opportunité reste exceptionnelle, parce que Bernardo peut offrir quelque chose que Madrid avait perdu. Lorsqu'il reçoit le ballon sous pression, il panique très rarement. Et dans les matchs où le Real devenait trop direct, trop rapide ou trop désordonné, ce type de joueur manquait énormément. Et surtout, il possède une qualité essentielle pour Mourinho. Il travaille sans ballon. Sous Guardiola, Bernardo a régulièrement joué ailier, milieu, numéro 10 et parfois dans des rôles beaucoup plus bas. Mais quelle que soit sa position, il pressait, revenait, fermait les lignes de passe, acceptait de courir pour les autres. Et c'est exactement ce dont Madrid a besoin. Un joueur créatif qui ne considère pas le travail défensif comme une punition. Et ce type de joueur est parfois plus important qu'une nouvelle star à 50 buts. Parce que les buts étaient déjà là. Ce qui manquait, c'était le lien. Tout le plan du Real peut finalement dépendre d'une seule question. Comment faire jouer Kylian Mbappé et Vinicius ensemble? Parce qu'individuellement, ils font partie des attaquants les plus dangereux du monde. Les deux peuvent marquer et décider d'un match. Mais collectivement, leur association n'est pas naturelle. Vinicius est à son meilleur niveau lorsqu'il commence à gauche, reçoit face au jeu et qu'il provoque. Mbappé aime également partir de la gauche, même lorsqu'il est officiellement avant-centre. Et pendant ce temps, le côté droit est vide, la surface n'est pas occupée. C'est là que Mourinho sera véritablement jugé, sur sa capacité à convaincre 2 superstars de respecter ce tableau. Et tout ce projet coûte évidemment énormément d'argent. Et pourtant, le Real Madrid peut encore envisager une opération à plus de 100 millions d'euros, après avoir recruté plusieurs joueurs. Pourquoi? Parce que le club a construit une puissance économique presque unique. Lors de la saison 2025-2026, le Real Madrid a généré plus d'1 milliard d'euros de revenus d'exploitation. Pour la première fois, une organisation sportive dépasse le seuil des 1,2 milliards. Ces chiffres ne viennent pas seulement des droits télé ou de la Ligue des Champions. Ils sont liés à la marque mondiale du Real Madrid, aux sponsors, à la billetterie, aux espaces VIP, au merchandising et surtout au nouveau Santiago Bernabéu. Le Bernabéu devient donc plus qu'un stade, c'est une machine destinée à financer la compétitivité sportive. Florentino a compris que pour affronter City, le PSG ou Chelsea, tous soutenus par des propriétaires extrêmement puissants, le Real devait créer sa propre source de puissance. Les autres clubs possèdent un milliardaire ou un état, Madrid possède une marque, un stade et des centaines de millions de supporters. Bref, sur le papier, le plan est cohérent. Un entraîneur autoritaire, une défense renforcée, du contrôle au milieu, une attaque mieux équilibrée. Un club extrêmement puissant financièrement. Mais le football ne se joue pas sur le papier. Et Mourinho possède lui aussi d'immenses points d'interrogation. Ses dernières expériences au plus haut niveau n'ont pas produit les mêmes résultats que Porto, Chelsea, l'Inter ou son premier Real Madrid. Son football a parfois semblé moins moderne. Ses équipes ont parfois manqué d'idées face au bloc bas. Et son management conflictuel a encore créé des tensions. Mourinho devra prouver qu'il a évolué. Le retour de Mourinho est donc un pari extrêmement ambitieux, mais un pari malgré tout. Et malgré tous ces risques, Mourinho possède exactement les qualités dont ce Real a besoin, parce que le Real ne manquait pas d'innovation, il manquait de clarté. Les joueurs avaient besoin de connaître leur rôle, les dirigeants avaient besoin de redonner du poids au club, et les stars avaient besoin de comprendre que l'équipe ne pouvait pas être organisée uniquement autour de leurs préférences. Et Mourinho sait créer ça. Si Mourinho réussit ça, cette équipe peut redevenir terrifiante, parce qu'une attaque avec Mbappé, Vinicius et Bellingham est déjà difficile à arrêter, mais une attaque avec Mbappé, Vinicius, Bellingham, soutenue par une véritable structure, c'est autre chose. Le Real Madrid possédait déjà les meilleurs joueurs. Il possède désormais un plan pour essayer d'en faire la meilleure équipe. Et 13 ans après son départ, Florentino Pérez a confié les clés de ce plan à l'homme qui avait déjà changé le club une première fois, José Mourinho. C'était Youssef, Top Foot, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. Un petit like, commentaire et partage, ça nous aide aussi beaucoup. En tout cas, merci pour la force. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.